Mon invité est professeur de philosophie, il est le président du laboratoire d'idées Academia Christiana. Bonjour Victor Aubert. Bonjour Martial. Merci beaucoup d'être avec nous pour présenter ce programme politique d'une génération dans l'orage. C'est édité à la maison de la Nouvelle Librairie et vous pouvez trouver cet ouvrage sur le site de TV Liberté, la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Ce programme est paru avant la présidentielle. Quel en était le but et pourquoi une telle démarche de la part d'une organisation qui se dit laboratoire d'idées et qui ne participe à aucune élection ? Alors, comme vous l'avez dit, Martial, nous sommes un laboratoire d'idées. Et le travail d'un laboratoire d'idées, c'est justement de proposer des idées, de faire réfléchir, d'inviter à la réflexion. Donc, ce programme politique, il s'adresse d'une part à nos participants, donc en fait la jeune génération qui vient se former à Academia Christiana, mais il s'adresse aussi à toutes les personnes qui nous entourent, aux téléspectateurs de TV Liberté, et également aux élus. Nous l'avons envoyé pendant la présidentielle à tous les candidats. Nous l'avons donné en main propre à certains élus. Et le but de ce programme, c'est non pas qu'il soit donc appliqué tel quel comme un programme politique, puisque nous ne sommes pas un parti politique, mais il est qu'il soit lu, qu'il puisse inspirer, on va dire, des candidats, des élus, des campagnes politiques qui peuvent être menées par des associations, par des mouvements de la société civile. Voilà, c'est donc pas un rôle politique, c'est un rôle d'influenceur. Exactement, si tout à fait. Alors, avant de faire l'inventaire de vos propositions, qui allaient de la politique étrangère à la santé, en passant par l'école, la fiscalité, des mesures donc souvent concrètes, est-ce que vous avez été écouté? Parce que l'élection présidentielle est conclue, on sait de quelle façon, les élections législatives arrivent. Est-ce que vous avez été écouté? Est-ce que vous avez été entendu, ne serait-ce qu'un peu, par les candidats qui se présentaient à l'élection? Alors c'est assez difficile à évaluer. Voilà, on sait que notre programme a atteint les destinataires. Est-ce qu'ils l'ont lu? Pour la plupart d'entre eux, il est fort probable que certains ne l'aient pas lu. Encore une fois, on veut s'inscrire sur le temps long. Donc il ne s'agit pas, encore une fois, de viser absolument l'objectif de cette élection présidentielle. Néanmoins, il y a quand même des mesures qui semblent, à certains égards, enfin on en reparlera, mais être quand même un peu dans l'air du temps, parce qu'à chaque fois, donc ce programme est construit toujours sur un constat, propose ensuite une vision, puis des mesures. Et ce constat se veut quand même assez, le plus essaie de coller à l'actualité. On va dire, voilà, l'ensemble de la classe politique, même si elle n'est pas forcément de notre bord, est quand même un peu obligé à un moment ou à un autre de relier ce constat sur l'éducation nationale, sur la question de l'immigration, sur la question économique, même si les propositions des différents camps politiques ne seront pas forcément les nôtres, les problèmes sont quand même soulevés par les Français. Les sondages montrent que les Français sont inquiets par rapport à la question de l'immigration, etc. Donc on voit quand même que ce sont des préoccupations qui peuvent toucher au-delà simplement de notre camp politique. Donc est-ce que notre programme a été vraiment repris? Non pour l'instant, clairement. Mais on essaie de l'inscrire sur le futur. Et notre but n'est pas forcément que les politiques qui le reprennent l'annoncent en disant que ça vient d'Academia Christiana, mais que ça puisse vraiment inspirer, tout simplement. Infuser. Vous avez fait vôtre cette phrase que je citais à l'instant en exergue de mon propos, une génération dans l'orage. Est-ce que le retour d'Emmanuel Macron aux affaires, a priori jusqu'en 2027, a de quoi redonner espoir à cette génération? Je dis ça parce que tous les sondages prouvent que cette génération d'âge a voté majoritairement pour Emmanuel Macron le 24 avril dernier. Alors, moi je pense que pourquoi est-ce qu'on a utilisé, repris cette phrase de génération dans l'orage, c'est parce qu'il nous semble que, quels que soient les positionnements politiques des jeunes de notre génération, nous sommes tous touchés par les mêmes mots. Comme le disait François-Xavier Bellamy, nous sommes la génération des déshérités qui, par l'enseignement que nous avons reçu, a été extrêmement abîmé, diminué. Nous avons des références culturelles, littéraires qui nous manquent. Nous avons finalement la génération des boomers a un petit peu sacrifié tout un pan de ce qu'elle avait reçu et nous a coupé en quelque sorte d'une transmission avec les générations qui précédaient. Et ce qui explique
que cette jeune génération aujourd'hui puisse voter pour une grande partie pour Emmanuel Macron, pour une grande partie pour Jean-Luc Mélenchon. Ils sont justement, voilà, ils sont touchés par cet orage, comme ceux d'Academia Christiana qui, touchés par cet orage, essayent, eux, de réagir. Faire passer les messages, éveiller les consciences, tel est le sens de cet ouvrage. Et comme le rappelle Jean-Eudes Gana dans la préface du livre, il reste donc d'une totale actualité, ça c'est bien clair. Mais quelle était quand même au départ la colonne vertébrale? Parce que je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé à ce programme. En dehors de vous, Thibaut Gibelin, Guillaume Travers, Guillaume Bernard, Jean-Yves Le Gallou, et Anne Brassé, je vais en oublier bien évidemment. Quelle était la colonne vertébrale, celle que vous avez indiquée à toutes ces personnes qui ont participé à la rédaction de ce programme? C'était quoi cette colonne vertébrale? Est-ce que c'est la souveraineté? Est-ce que c'est l'identité, son liberté, la radicalité? C'était journaliste de Libération, je dirais, en regardant Academia Christiana, l'extrémisme? Alors, l'extrémisme, je ne pense pas, je pense que c'est toujours un terme un petit peu à charge. La radicalité, oui, au sens où être radical, c'est essayer de traiter les mots à leurs racines, et c'est en cela que ce programme politique se distingue des programmes politiques des partis. Encore une fois, justement, nous ne sommes pas pris justement par les impératifs d'une campagne présidentielle, puisque nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas un mouvement politique. Donc, ce qui nous donne une certaine liberté. Nous ne sommes pas soumis à des instituts de sondage, à des campagnes de communication. Donc on peut assumer, on va dire, parfois certaines idées qui ne sont pas forcément les plus démagogiques. Donc il y a effectivement une radicalité assumée, mais encore une fois au sens d'aller à la racine des problèmes. La ligne générale du programme, elle est d'une part effectivement, il y a cette dimension identitaire qui traverse un certain nombre de thématiques, celle justement sur la question de la culture, celle de la question de l'immigration, celle de la question aussi de la relocalisation. Une autre ligne qui est très importante, c'est celle aussi de la subsidiarité et de la liberté. Sans que ce soit un programme politique qui puisse quand on réfléchissait un petit peu à l'élaboration de ce programme, dont l'idée à l'origine vient de Jean-Eudes Gana, on se disait, voilà, quelle philosophie politique s'appliquera à ce programme-là? Et on s'est dit finalement, il faut être pragmatique, il faut du bon sens, et donc sur certains aspects, on pourrait qualifier ce programme de libéral, puisque dans nos sociétés françaises, on s'aperçoit qu'il y a une certaine forme d'étatisme et de bureaucratie qui prend tous les rouages, tant dans le système éducatif que dans le système entrepreneurial, que dans le système également des territoires. Donc il y a une grande part de ce programme qui veut essayer de faire place à la subsidiarité, au retour des petites libertés, mais ce n'est pas un programme de philosophie politique libérale, parce que nous n'avons pas cette conception, on va dire, de l'individu abstrait du libéralisme. C'est un programme qui, à certains égards, rejoint un petit peu l'idée illibérale qu'on retrouve chez Viktor Orban, chez les différents pays d'Europe centrale, qui est de se dire finalement, qu'est-ce qu'un peuple? C'est d'abord finalement une histoire qui le lie et qui fait qu'il a un certain nombre d'attachements qui sont plus légitimes que simplement les choix des individus. Et donc il y a cette dimension aussi communautaire dans notre vision, on va dire, d'un peuple qui est à la base, on pourrait dire, la philosophie politique de ce programme. Vous avez rédigé un chapitre, plusieurs chapitres, mais un qui m'intéresse au moment où nous parlons, c'est celui de l'école et de l'enseignement. Et c'est le choix que vous faites du conflit, je dirais même plutôt de l'explosion. Et je me suis dit, vous êtes plus professeur de chimie que de philosophie parce que vous mettez en place tous les éléments de la déflagration. Refonte des examens nationaux. Le bac devait devenir un examen d'excellence. La sélection à l'université. Vous brisez les tabous avec l'assurance de tout temps, du rejet par les étudiants et par les professeurs de vos projets. Moralité, c'est une vue de l'esprit. On peut tout à fait avoir cette vision-là, je l'assume. Effectivement, ça se veut être un programme réaliste, pragmatique, applicable, et comme vous le faites bien remarquer, ces mesures-là provoqueraient effectivement, feraient dresser les cheveux d'un certain nombre de professeurs gauchistes. C'est un parti pris qui se veut être finalement s'inscrire sur le long terme. C'est-à-dire finalement, si on veut vraiment résoudre les problèmes à leur racine,
il faut se diriger vers des mesures de ce type-là. Encore une fois, ces mesures peuvent être plus ou moins appliquées, elles peuvent inspirer des programmes de réforme, elles peuvent s'inscrire sur le temps long. Elles veulent surtout indiquer une direction. Évidemment, si demain j'étais candidat à l'élection présidentielle, si je voulais me faire élire, je pense qu'il faudrait que j'adapte mon discours. Mais voilà, cela n'étant pas mon objectif, il est plutôt là pour faire finalement réfléchir on va dire tous ceux qui s'intéressent à la question de l'enseignement, de l'éducation, de montrer voilà, qu'il peut y avoir la question du chèque scolaire qui a déjà été proposée par Anne Coffinier, etc. Un certain nombre de mesures dans le domaine de l'éducation qui pourraient aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Pour la question du baccalauréat, enfin, je veux dire, à partir du moment où toute une classe d'âge a son baccalauréat, le baccalauréat n'a plus de valeur. Aujourd'hui, la sélection ne se fait plus par le bac. Moi-même qui suis dans l'enseignement, la question du collège unique est une hérésie, enfin, qu'on constate au quotidien avec des enfants qu'on pousse absolument dans le général. Alors dans le meilleur des cas, ça fait des garçons qui ont perdu du temps à l'école, qui se sont ennuyés, mais dans le pire des cas, c'est des jeunes qui perdent toute confiance en eux à force d'être derniers de la classe au collège, au lycée, alors qu'on pourrait développer des filières d'excellence, qu'on pourrait finalement créer différents types d'établissements qui permettraient de pourvoir aux besoins différents d'une génération. Et encore une fois, tout ça est fait au nom d'une idéologie. Et je pense que un des leitmotifs d'Academia Christiana, c'est de travailler un petit peu sur le terrain des idées pour essayer petit à petit de promouvoir une autre vision. Sauf que c'est une vision, si vous me permettez l'expression, qui est un peu sur la ligne de crête, c'est-à-dire le combat frontal, dont vous me dites là, à l'instant, que dans la réalité, toute personne sensée est amenée à l'abandonner. Il ne s'agit pas de l'abandonner directement, il s'agit de le considérer comme un... Si j'étais candidat à la présidence de la République, j'abandonnerais toutes les propositions que je fais aujourd'hui. Non, ça explique peut-être les démarches des candidats à la présidence de la République. Bien sûr, effectivement, je pense que c'est compliqué, mais encore une fois, une vision politique s'inscrit selon moi sur le très long terme. Et donc encore une fois, il s'agit non pas peut-être de passer du jour au lendemain, si vous voulez, à une certaine forme de révolution dans ces domaines-là, mais peut-être d'y aller étape par étape et de se fixer cela, on va dire, comme horizon de changement, de réforme politique. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'Emmanuel Macron de revaloriser le salaire des enseignants? Vous êtes sûrement pour. Et surtout, les nouvelles missions dans son programme intitulé « Un pacte » pour les générations. Il veut plus de liberté pour les établissements et leurs organisations internes, plus de liberté pour le recrutement d'une partie de l'équipe pédagogique. Est-ce que ça vous paraît des bonnes propositions si elles sont tenues? Si elles sont tenues, oui, ce sont des bonnes propositions. Le problème, c'est qu'on l'a vu dans le quinquennat précédent, le président Emmanuel Macron est un champion de la communication. Il est capable de trouver des titres, des éléments de langage qui permettent de susciter l'adhésion à des projets, mais qui s'avère malheureusement, cette réforme du bac, elle va déjà être de nouveau réformée. Alors on a subi les confinements, etc., qui, pour toute cette génération qui ont passé les bacs en 2020 et 2021, on subit toutes sortes de modifications tous les 3 mois, des preuves qui étaient ajournées, etc. La philosophie qui s'est retrouvée être une épreuve plus ou moins facultative, ou si on avait une note qui était inférieure à notre moyenne, etc., c'était la note de l'année qui comptait, etc. Bon, bref, on voit bien qu'il y a un vrai problème avec l'enseignement en France. Et oui, certes, ce serait bien effectivement de revaloriser le salaire des enseignants, ce serait bien effectivement de donner plus de liberté aux enseignants. On pourra juger dans 5 ans si ça a été fait ou non. Ouais, c'est aussi des engagements de Marine Le Pen et de certains autres candidats à l'élection présidentielle. Vous avez aussi rédigé un autre chapitre qui vous tient à cœur, qui s'intitule « Mémoire et identité ». C'est le titre d'un livre de réflexion de Saint Jean-Paul II. Vous affirmez qu'il ne s'agit pas, dans votre esprit, je vous cite, de revenir à un passé idéalisé ou de restaurer un modèle qui s'est effondré. Là encore, quel est l'horizon qu'il faut emprunter si on ne veut pas idéaliser le passé, si on ne veut pas restaurer un modèle dont vous dites vous-même qu'il s'est effondré? C'est-à-dire, quand il s'est effondré, il faut entièrement le reconstruire. Nous sommes d'accord. En fait, ce que je voulais essayer de faire comprendre aux lecteurs en écrivant ceci, c'était qu'il ne fallait pas avoir une vision passéiste. Pour moi, l'héritage historique est une sorte de terreau, de base, qui permet finalement de constituer la colonne vertébrale d'un peuple. Notre peuple a besoin effectivement de plonger dans sa mémoire, de puiser justement, de tremper ses racines finalement dans
cette longue histoire du peuple français, du peuple européen. Mais cette longue mémoire, elle n'est pas là finalement pour être simplement conservée comme on conserve des statues dans un musée. Elle est là finalement pour inspirer quelque chose de nouveau. Et je pense qu'en fait, c'est tout le problème d'ailleurs de l'art contemporain, c'est cette rupture. Hein. C'est que finalement on veut créer, mais à partir de rien, en étant toujours finalement dans la provocation ou en étant dans la création pure. Alors que justement, nous, ce que nous voulons, enfin, ce qu'on essaye de proposer dans ce chapitre du programme politique, c'est de permettre aux Français de renouer avec leur longue mémoire afin justement qu'ils soient capables de se projeter dans l'avenir. Hein, comme on dit, si nous ne savons pas d'où nous venons, comment savoir finalement où nous allons ? Votre priorité, c'est de défendre l'identité civilisationnelle européenne. Je vous lis. La loi devra permettre de limiter l'expansion dans l'espace public des commerces et des édifices religieux et culturels extra-européens. Et là, vous mettez dans le même sac, et c'est audacieux, les mosquées, les restaurants, les fast-foods américains, asiatiques ou africains, les enseignes internationales qui uniformisent et dénaturent les centres historiques des grandes villes françaises. C'est-à-dire que là, vous interdisez les mosquées, les McDo, les Uniqlo. Tout à fait. Ça peut paraître effectivement audacieux et radical. Encore une fois, il s'agit d'une orientation, d'un horizon. Il s'agirait peut-être déjà de commencer par réglementer les restreintes. Moi, je me souviens à l'époque où j'ai commencé un peu à m'intéresser à la politique, le mouvement identitaire avait fait une campagne pour empêcher l'installation d'un Starbucks sur la butte Montmartre, en disant effectivement on veut préserver le petit café Montmartrois qui fait partie de l'identité historique de ce quartier. Et moi ça me semble quelque chose de très important, de comprendre aussi que la menace culturelle, elle n'est pas que dans l'islamisme ou dans l'islamisation de notre culture, même si c'est un fait et qui est bien présent dans nos villes françaises, même en province aujourd'hui, mais aussi par l'américanisation qui finalement, tout simplement, nous fait oublier notre culture française. Et je pense que un des rôles du politique, c'est pour ça que ce programme n'est pas libéral en soi dans son essence, c'est de fixer à un moment donné une limite, de fixer un cadre. Alors, concrètement, à partir de quels chiffres, comment est-ce qu'on l'établit, ça c'est on va dire peut-être à des hommes de terrain de le déterminer, mais l'orientation générale, elle est effectivement de préserver un certain nombre de quartiers d'une défiguration. Aujourd'hui, quand on voyage, que ce soit à Vienne, à Rome ou à Budapest, on se retrouve dans toutes les grandes capitales européennes avec les mêmes chaînes de magasins, avec les mêmes types de commerces, ce qui est, dans le fond, un appauvrissement culturel et identitaire. Pour briser tout consensus, ce qui semble-t-il est le leitmotiv de ce chapitre, vous proposez que la fête nationale française se fête non plus le 14 juillet, mais le 15 août, et c'est en souvenir du vœu de Louis XIII et de la consécration de la France à la Vierge Marie. Alors bien évidemment, vous êtes président d'Academia Christiana. Dans Christiana, il y a l'idée d'une spiritualité, d'une démarche qui est pour vous catholique. Est-ce que la France doit se reconnaître dans sa constitution comme une terre chrétienne ? Alors, je pense que oui. Vous vous souvenez sans doute de la question des racines chrétiennes de l'Europe, qui avait été débattue dans la constitution européenne. Je pense que c'est une grave erreur d'avoir refusé cette référence aux racines chrétiennes de l'Europe dans la constitution européenne. Je pense qu'on doit inscrire dans la constitution de notre pays, justement, et c'est ça qui nous fait sortir justement d'une vision purement abstraite de l'homme et individualiste, son histoire, son identité. Alors le choix du 15 août, à la base, j'avais pensé à essayer de fêter l'anniversaire du baptême de Clovis, qui me semblait être peut-être la naissance de la France, mais Clovis a été baptisé le jour de Noël, donc je trouvais que c'est un jour férié de moi, c'est voilà. Le 15 août, effectivement, il me semble que le problème de notre histoire et de la manière dont elle est traitée aujourd'hui, c'est que dans une vision très républicaine et laïciste, on fait commencer l'histoire de France le 14 juillet 1789, où on va dire que c'est la fête de la Fédération pour certains, mais ça crée justement une profonde division dans les mémoires, dans l'histoire de notre peuple, et je pense qu'il serait bon effectivement d'avoir dans une politique culturelle, une politique mémorielle, une politique d'instruction,
bien une vision de l'histoire qui permette de rassembler les grands événements de notre Victor histoire. Aubert, concrètement, par exemple, est-ce qu'on fait comme dans la constitution monégasque, vous savez, la religion catholique, apostolique et romaine est religion d'État? C'est ça que Non, ça, il me semble que c'est on est à Monaco, on n'est pas loin. que c'est quelque chose de, à mon sens, de trop ambitieux. Enfin, les masses aujourd'hui sont totalement déchristianisées. Ça n'aurait pas forcément grand sens aujourd'hui. À Monaco, elles ne sont pas non plus très christianisées. Peut-être, pourquoi pas. Moi, en tout cas, il me semblait au moment où j'ai réfléchi, où j'ai écrit ça, que ça me semblait être peut-être trop ambitieux et trop incompréhensible, illisible pour beaucoup de Français. Il me semble que dans un premier temps, en tout cas, il est important de marquer, on va dire, dans notre politique, cette référence à notre histoire et au christianisme. Non pas, il ne s'agit pas d'imposer une religion à la population, parce que je pense que c'est contre-productif, c'est le travail de l'Église d'évangéliser, mais ça peut être le travail du politique de consacrer, on va dire, non pas pour figer notre histoire, mais pour simplement montrer d'où nous venons et ce qui est un caractère, on va dire, intouchable dans notre histoire, qui est une sorte de priorité, en quelque sorte, de notre héritage chrétien, ce qui n'implique pas en soi le retour de l'ordre moral ou d'un nouveau concordat. Est-ce que c'est pas tout simplement rétrograde? Je sais que je vais me faire encore des amis. Est-ce que c'est pas une vision, un état d'esprit rétrograde? Quand on voit la vitesse de la déchristianisation de notre pays et de la montée en puissance des autres religions, enfin, une d'entre elles, est-ce que tout ça, c'est pas à nouveau, je vous le redis, Victor Aubert, une vue de l'esprit? Le problème, Martial, c'est que sans se fâcher, si du coup on acte cette déchristianisation, enfin en fait, pour moi, il y a deux alternatives. Soit on suit effectivement ce mouvement de déchristianisation, on l'accompagne, peut-être sans l'encourager, mais simplement on le regarde les bras ballants, ou au contraire, on propose quelque chose d'autre. Nous, le pari était de dire, et c'est ce que j'ai écrit dans l'introduction, que les hommes, quels qu'ils soient, même à l'époque de la déchristianisation, restent religieux. Je pense qu'il y a aujourd'hui des religions de substitution, hein, c'est ce que dit beaucoup Patrick Buisson dans son dernier livre, La fin d'un monde. Aujourd'hui, la santé, la consommation, le sexe, dans une certaine partie, deviennent des religions de substitution. L'islam en est également une. En fait, finalement, la nature ayant horreur du vide, eh bien, d'autres, les réseaux sociaux, la société du spectacle, remplacent finalement créent une certaine forme de nouvelle ferveur, de dévotion au sein de la population. Et il me semble que cette nouvelle ferveur est une ferveur du vide, du néant, et il me semble qu'on peut aimer son pays et que c'est souhaiter finalement le bien de son pays que de proposer justement que cette place du religieux soit occupée par une religion qui est capable, encore une fois, de donner du sens. Il ne s'agit pas, encore une fois, de convertir par la force des masses déchristianisées. Il s'agit simplement de redonner un accès au spirituel et d'essayer de redonner, je pense que une des grandes caractéristiques de notre époque et de la crise de la modernité, c'est aussi la crise du sens, à laquelle nous espérons répondre en ce sens-là. Alors on peut trouver ça rétrograde, d'accord, mais dans ce cas-là, ne pas être rétrograde, finalement, c'est s'avancer encore plus dans le néant, à mon sens. Bon, restons bons amis. Allez, depuis des années, avec un succès qui ne se dément pas, vous dites redonner un accès au spirituel, donner du sens, eh bien ça, c'est aussi toute une série de manifestations que vous faites, et votre université d'été, qui est un vrai succès, TV Liberté a pu le voir de plusieurs fois. Cette année, elle est encore organisée en 2022, je crois, du 22 août au dimanche 28 août. Tout à fait. Elle s'annonce comment cette année? Alors, un bon cru. Elle s'annonce un bon cru, ce sera les 10 ans, donc il y aura sans doute une surprise, un concert surprise avec des groupes que nous n'annoncerons que aux personnes présentes sur place la journée du samedi. C'est une journée porte ouverte qui est ouverte justement à toutes les générations, puisque Académie Chrétienne, dans son université, s'adresse principalement aux 18-25 ans. Et depuis 10 ans que nous organisons ces formations, eh bien, se sont formés au gré des universités, des couples, des foyers, et qui aiment bien revenir en famille. Et donc, en gros, on veut en faire le samedi de nos journées portes ouvertes, eh bien, de grandes journées familiales où les enfants sont les bienvenus, où il y a aussi un forum avec de nombreuses associations, des acteurs, des médias, un petit peu comme ceux qui ont connu les BBR il y a maintenant, je pense, plus de 10 ans. Une fête patriotique, les Bleus, Blancs, Rouges. Voilà.
Et puis également le thème de l'université et le sacré. Et la question de la disparition du sacré, on a évoqué justement à travers ce programme également. Donc il s'agira justement de questionner est-ce que le sacré a disparu ou est-ce qu'il s'est plutôt métamorphosé? Est-ce que le sacré finalement à travers la déchristianisation s'est éteint ou est-ce qu'il retrouve justement de nouvelles formes dans la société contemporaine et comment est-ce que justement on peut aujourd'hui redonner un sens au sacré dans une société moderne? Deux questions rapides parce qu'on a terminé. Comment vous expliquez ce succès? Je sais par exemple que vous êtes obligé de refuser du monde. Il y a beaucoup d'universités de jeunes qui seraient heureuses d'avoir un peu plus. Vous refusez parce que c'est complet tout le temps. Comment vous expliquez ce succès? Jeunes, catholiques, radicalité. Donner du sens, ça a encore du sens pour beaucoup de monde? Mais je pense. Alors, comme disait le philosophe américain Christopher Lasch, le déracinement déracine tout, sauf le besoin de racines. Et je pense que dans cette génération, justement, dans l'orage, elle a soif de ses racines. Et nous, on a dans notre public énormément de jeunes qui n'ont pas été du tout éduqués dans le christianisme et ont cette soif, ce besoin finalement de retrouver des racines chrétiennes et historiques. Et deuxièmement, je pense que c'est le fait d'avoir un rendez-vous physique qui est quelque chose d'unique. Le fait pour des jeunes de se retrouver avec des intervenants, de pouvoir les voir, leur poser des questions, de rencontrer d'autres jeunes qui ont des parcours semblables aux leurs ou parfois différents, c'est quelque chose qui répond à un réel besoin. Un temps sympathique. Allez, dernière question, toute dernière, avant de rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent acheter sur la boutique de TV Liberté ce programme politique d'une génération dans l'orage. Cette génération, elle va avoir un domaine. Je me dis que vous allez acheter un domaine, Academia Christiana. Alors c'est un projet en cours, effectivement. Notre idéal, c'est d'avoir un centre culturel et de formation qui soit décentralisé par rapport à Paris, dans lequel puissent se tenir des séminaires, des colloques, d'autres associations amies. On serait très heureux de recevoir les amis de TV Liberté pour quelques jours dans la campagne normande autour d'un événement festif, enraciné. Et donc c'est de développer ces formations. Idéalement, Academia Christiana aspire à donner 365 jours de formation par an. Et pas simplement que des formations dans le domaine des idées politiques, mais aussi des formations dans tous les domaines dont nous essayons de faire la promotion, c'est-à-dire la création culturelle, l'artisanat, le développement de techniques de communication, la prise de parole en public, d'essayer de diversifier toutes ces formations et de permettre à des jeunes qui font des études, n'ont pas forcément le temps de s'investir totalement dans une formation sur toute l'année, de venir sur une semaine ou plusieurs week-ends suivre des formations spécifiques. Merci beaucoup Victor Robert, dont on a bien compris que vous n'êtes pas rétrograde. Merci à vous.